Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. On voulait commencer notre cours aujourd'hui. Quelques remarques concernant la série d'exercices de numéro 4, espace vacant. Dans la correction, précisément d'exercice 6, concernant le polynôme, là on voulait montrer le caractère libre de la famille, là précisément. D'accord? On voulait montrer que la famille est libre. Bon, j'avais donné la méthode classique, c'est-à-dire une combinaison linéaire égale 0, puis montrer que les coefficients sont nuls. Pourquoi j'ai donné ça? C'est juste pour vous dire que dans beaucoup d'exercices, inutile de faire trop de calculs. Les calculs sont déjà faits. Pourquoi cette forme-là? Parce qu'il est déjà présent. D'accord? C fois A plus B fois B, c'est quoi? C'est ça, tout simplement. C'est inutile. D'accord? Bon, ceci dit, il y a plus simple. Plus simple pour démontrer le caractère libre, lorsqu'on parle de polynôme, il y a une propriété que vous avez oubliée, parce que j'ai corrigé la série, c'est que des polynômes de degré échelonné forment nécessairement une famille libre. Et là, on est face à deux polynômes de degré échelonné. Si on regarde le polynôme A, il est de degré, c'est pas là, le S. A, il est de degré 2. D'accord, ça c'est. Donc au total, le polynôme A est de degré 2. Le polynôme B est de degré 3. C'est quoi une famille de polynômes de degré échelonné? Je rappelle, c'est juste une famille de polynômes de degré distant, tout simplement. On peut les ordonner, hein, c'est Maïnadia, famille de polynômes de degré échelonné. C'est tout ce qu'il y a. Et une famille de degré échelonné est nécessairement libre, ça on l'avait déjà montré. Donc c'est ce qu'on a ici. Au lieu de faire tout ça, il suffit de dire que le degré de A est inférieur strictement au degré de B, on est face à une famille de polynômes de degré échelonné, donc la famille est neutre. Alors cette même propriété permet de compléter cette famille libre en une base. Comment? Là, j'avais donné le procédé classique. Hein, je reviendrai tout à l'heure sur cette démonstration. Hein. Voilà la remarque que j'avais faite. Hein. Donc, pour compléter notre famille, au lieu d'utiliser l'algorithme pour compléter la famille, qu'est-ce que je fais? Il suffit de la compléter en une famille libre. Hein. De la même façon, c'est-à-dire en utilisant la propriété, hein, toute famille de polynômes de degré échelonné est une famille libre. Donc on va la compléter par des polynômes pour que la famille au total comporte 4 éléments. Pourquoi 4? Parce que la dimension de f fois de x est égale à 4. D'accord? Une famille libre avec un cardinal égal à la dimension de l'espace, là c'est une base tout simplement. D'accord? Donc là on a A est de degré 2, B de degré 3, on est face à des polynômes de degré inférieur à 3, donc il suffit de prendre un polynôme de degré 0 et un polynôme de degré 1, n'importe lequel. On prend le plus simple qui se présente en x. C'est bon? Ça va former une base, donc ça nous dispense de passer par la boucle. D'accord? Comme un milliard de marqués je suis face à des polynômes de degré échelonné. Bien. Bon, l'autre remarque concerne l'algorithme en lui-même, d'accord? Donc on a une famille A, B est une famille. Comment la compléter en numéreuse? D'abord, je prends une famille génératrice de l'espace et j'augmente ma famille libre par cette famille génératrice. Ce que j'obtiens au total d'ici à là, eh bien, j'obtiens une famille génératrice de mon espace. Toute famille génératrice contenant une famille génératrice est une famille génératrice. Et de cette famille génératrice, on peut extraire une base, mais pas n'importe comment. Il faut garder la racine, c'est-à-dire il faut garder la famille libre qui est là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, à chaque fois,
On va se débarrasser d'un vecteur parmi qui s'écrit comme combinaison linéaire des autres. Cette phrase-là, elle est due à quoi? Elle est due à cette propriété. Voilà. D'accord? Je l'écris là. Voilà. Ça, c'est notre propriété. Sinon, si vous avez un vecteur qui s'écrit comme combinaison linéaire de V1 jusqu'à Vm, alors vecteur V1, Vn, V est égal, pardon, est égal avec V1 jusqu'à Vn. شنو درنا من هنايا لهنا؟ Cette famille qui est là, V1, Vn, V, c'est une famille génératrice de votre espace. D'accord? Maintenant, ce qu'on a de l'autre côté, eh bien, on a diminué le nombre de la famille. AD, c'est une famille génératrice. Maintenant, quand tu as n plus 1, là, tu avais n. شنو حيدنا؟ حيدنا هذا le vecteur V اللي تكتب comme combinaison linéaire ديال هذا. C'est bon? هذا البروسيدي تنعملو étape par étape. C'est ce qu'on est en train de faire ici. D'accord? Voilà notre famille génératrice de la L. C'est cette famille-là. On a remarqué que ce polynôme-là va s'écrire comme combinaison linéaire de ces polynômes-là. مش بالضروري كاملين يكونوا حاضرين بحال هنايا l'écriture de la combinaison linéaire par exemple est là, voilà. X moins 3 à la puissance 3 est égal à quoi? Est égal à B plus quelque chose fois X moins 3 et c'est tout. Voilà, X moins 3 puissance 3 c'est une combinaison linéaire des autres. Là c'est avec un coefficient 0, ça c'est un coefficient 0 et là c'est avec un coefficient 0. Et donc, on a la propriété. Avec cette propriété-là, on se débarrasse, on le barre. Le vecteur de cette famille, c'est quoi? C'est uniquement le vecteur de cette famille. Et ce procédé-là, je le répète. X moins 3 au carré, donc je dispose d'une petite relation là, on la montre. Je ne sais pas ce qu'elle est là. X moins 3 au carré, d'abord ça fait une touche. C'est bon? Voilà, ça nous laisse, je ne sais pas où est-ce que j'écris ça, voilà, ça nous laisse ça. C'est bon? من هاد la famille هذه عاوتاني نوليو le même procédé. Je barre ça, pourquoi je barre ça? Eh bien, parce que c'est une combinaison linéaire des autres, tout simplement. J'espère que vous avez compris un petit peu les choses. Alors maintenant, on peut commencer notre cours. Bismillah. Continuons notre cours sur les applications linéaires. On s'était arrêté sur cet exemple, on le termine. Bon, il fallait déterminer le noyau et l'image, mais avant ça, on s'assure toujours que notre application est linéaire. Les notions du noyau et de l'image sont relatives à cette notion de linéarité. Donc la linéarité, il fallait démontrer que l'image de cette combinaison linéaire est égale à la combinaison linéaire des images. On commence de l'intérieur, on détermine d'abord lambda u plus v, ensuite l'image de lambda u plus v c'est quoi? Eh bien c'est un couple. C'est quoi ce couple? Donc la première coordonnée c'est la première plus la deuxième, donc celle-ci plus celle-là, lambda x plus x' plus lambda y plus y'. Là c'est 2 fois la première moins la troisième. 2 fois la première, lambda x plus x' moins la troisième. Voilà. Et le truc c'est quoi pour parvenir à l'autre bout? Le lambda, on doit l'isoler. On doit l'écrire une seule fois. Donc on le fait ici dans la première coordonnée, c'est lambda x plus y. Et là, c'est lambda fois quoi? 2x moins z plus 2x' moins
Z'. Ça nous donne donc lambda fois quoi? Donc x plus y en première coordonnée, là c'est 2x moins z, plus x' plus y', et là c'est 2x' moins z'. Alors là, on reconnaît l'image de x, y, z, et là l'image de x', y', z', c'est-à-dire lambda f de u plus f de v. C'est bon? Maintenant, déterminons le kerf de f. Alors, kerf de f, quand est-ce que le u que j'ai pris là, quand est-ce qu'il appartient au kerf de f? Bien, si seulement si son image est égale à 0, ça par définition. Alors, on résout l'équation. Alors, f de x, y, z, c'est quoi? C'est x plus y, 2x moins z. Ça nous donne un petit système à résoudre. X plus y égale 0 et 2x moins z égale 0. Notre système il est déjà échelonné, quitte à changer les inconnus. Hein. Voilà votre triangle et voilà votre rectangle. C'est-à-dire que c'est les x qu'on va prendre comme inconnu secondaire, et ce sera donc un paramètre, et on va écrire donc y égale à moins x, et z égale 2x. Voilà. Ce qui nous donne le noyau de f, donc kerf de f, il est constitué de quel triplet, pardon, bien des triplets qui s'écrivent en x, deuxième c'est moins x, la troisième c'est 2x, sans condition sur le x, ce qui vous donne une droite, hein, d'accord? Donc c'est x fois 1, moins 1, 2. Ça c'est une droite vectorielle. D'accord? Donc si vous appelez votre vecteur, vous l'appelez W, eh bien c'est RW. C'est la droite RW. Puisqu'on n'a pas trouvé le singleton 0 comme noyau, ça veut dire donc que f n'est pas injective. D'accord? Kerf de f est différent du singleton 0, donc f n'est pas injective. Maintenant, passons à l'image. L'image de f, c'est quoi? Il suffit d'appliquer votre théorème. Si vous avez une famille génératrice de A3, l'image de f, c'est quoi? Ce n'est que le vecteur des images de cette famille. D'accord? Bien, donc on va travailler avec la base canonique de R3, c'est-à-dire cette base-là, E2, 0, 1, 0, et E3, c'est 0, 0, 1. Leurs images par F sont, alors pour le premier, on a divisé l'image de F, c'est quoi? C'est le vecteur des images d'une famille génératrice, la voici, E1, E2 et E3. Alors, si on regarde de près le vecteur, le voici, ça c'est l'image de E1, c'est F de E1, là c'est F de E2, et là c'est F de E3. Donc voilà nos vecteurs. Alors, il faut préciser davantage les choses. Pourquoi? Parce que l'image de F est un sous-espace vectoriel de R carré en dimension 2. Donc ça ne dépasse pas 2. Là, vous êtes face à trois vecteurs. Il faut donc extraire une base de cette famille. Et la base, je crois que vous la voyez bien, non? Alors si on regarde de près, là, c'est le premier vecteur de la base canonique. Et là, c'est le deuxième vecteur. En fait, c'est moins le deuxième vecteur de la base canonique. Donc ça y est, on a fait le plan. J'ai déjà deux vecteurs libres là. Et le troisième, il s'écrit comment? E'1, on va écrire les choses correctement. C'est vecteur E'1, E'2, E'3. Ça, c'est presque la base canonique. D'accord? Et donc, alors E'1, il va s'écrire en fonction de ces deux vecteurs. E'1, c'est quoi exactement? Bien, c'est E'2
moins 2 fois E prime 3, non? D'accord? Bien, ce qui nous permet de nous débarrasser de ce vecteur et ça nous laisse la base canonique. D'accord? C'est parce que la base canonique, j'avais dit que si je prends un vecteur d'une famille génératrice, si je multiplie par un scalaire lambda non nul, la famille reste encore génératrice. Donc si je multiplie mon deuxième vecteur par moins 1, j'obtiens directement la base canonique de R carré. Voilà. Donc ceci nous permet de dire donc, qu'est-ce qu'on a ici? L'image de f, c'est l'espace d'arrivée en entier. Ça veut dire que notre fonction, notre application, pardon, linéaire est comment? Est surjective. Elle est donc injective. Elle est surjective, elle n'est pas injective, ça veut dire qu'elle n'est pas bijective. Bon, précisons maintenant un petit peu les choses. Je prends une application linéaire de E dans F et B, une base de... Ce qui m'intéresse, c'est l'image d'une base. J'aurais pu prendre l'image n'importe quelle famille, je vais préciser un petit peu les choses. Bon, alors commençons par les caractères générateurs. Voilà notre base. Ces vecteurs-là sont transformés en d'autres vecteurs, d'accord? F de 1 jusqu'à F de 1. Alors, quand est-ce que l'image de cette famille-là est une famille génératrice? D'accord? Alors, F de B est une famille génératrice de F, si et seulement si, quoi? Bon, la chose a été déjà faite. E1 jusqu'à En, c'est une base de E. Donc, c'est une famille génératrice de E. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des images? Bien, les images, ils engendrent l'image de F. D'accord? Ça, c'est vecteur F de 1 jusqu'à F de 1. Alors, si vous dites que F de 1 jusqu'à F de N est une famille génératrice de F, ça veut dire, donc ce qui est écrit là, F de B est une famille génératrice de F, ça veut dire tout simplement, par définition, F égale à vecteur de F de 1, etc., F de N. Donc vous voyez donc ce que ça veut dire ça veut dire que F est égal à l'image de F. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre F, application petit f est comment? Est surjectif. Donc déjà, la première équivalence. Alors qu'on est maintenant pour le caractère libre, d'accord? Quand est-ce que l'image d'une base est une famille libre? Je crois que vous devinez, non? Ce sera peut-être F injective, non? En démontrant les choses, quand est-ce que la famille est libre? En démontrant ce sens-là, on suppose que la famille est libre, on veut démontrer que F est injectif. F injectif, qu'est-ce qu'on avait dit? Je prends un X dans le cœur de F, d'accord? Et je démontre que X est égal à quoi? C'est égal à 0. Alors le X, lui, il est dans E, et E, d'accord, on le repère par rapport à la base B. Ça veut dire que le X qui comprend ici, c'est une combinaison linéaire de... Bon, on va utiliser sigma pour nous familiariser un petit peu. Sigma des xi, de sorte que f de x c'est quoi? Eh bien, c'est sigma des xi f de ei. D'accord? Alors, si vous dites que x appartient à un quart de f, ça veut dire que f de x est égal à 0. Cette image-là est égale à 0. D'accord? Sigma des xi f de i est égal à 0. Alors, vous voyez, ça c'est une combinaison linéaire de quoi? Des vecteurs f de i égale à 0. Sachant qu'on a, on a supposé que cette famille-là est comment? Elle est libre. L'image, ces vecteurs-là, ils sont libres. Le fait qu'ils soient libres, ça nous permet donc de dire que tous les coefficients, ils sont nuls. Tous les coefficients sont nuls. Ça veut dire que le x est égal à 0. Alors, l'autre sens se démontre facilement. Si je suppose que mon application est injective, pourquoi est-ce que l'image est libre? Pourquoi ces vecteurs-là, ils sont libres? Eh bien, je prends une combinaison, la voici.
sigma des xi f de i égale 0, et je remonte. La linéarité de f me permet d'écrire donc f de sigma des xi de i, c'est-à-dire f de x égale 0. Mais comme f est injectif, ça va permettre de dire que x est égal à 0. X égale à 0, quand est-ce que, bien si ce mois-ci, toutes ces coordonnées-là, xi, sont nulles. Ça y est, ça démontre le caractère libre de votre famille. Alors, une remarque s'impose ici. Si je prends E et F en dimension finie tous les deux, hein, si E et F sont tels que, avec des dimensions différentes, hein, dimension de E égale 2 par exemple, et dimension de F égale 3. Et je prends une application linéaire F. Est-ce que F a une chance d'être un isomorphisme? Votre réponse? Eh bien, la réponse est non. Aucune chance. Pourquoi? Si elle était un isomorphisme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transformer une base de E en une base de F. Ah, regardons maintenant les cardinales de ces bases. D'accord? F, voilà, ça c'est B, le cardinal c'est N. Donc la dimension là est supposée être égale à N. Alors l'image de votre base, elle est là, le cardinal c'est aussi N. D'accord? Donc si F de B était une base de F, la dimension de F serait égale à N. Et la dimension de E est égale à N. Ceci contredit le fait que dimension de E est différente de dimension de F. Donc dans ce cas-là, F n'est pas bijectif. N'est pas bijectif, ça veut dire, c'est-à-dire F n'est pas un isomorphisme. D'accord? Donc, deux espaces vectoriels de dimensions différentes ne peuvent pas être isomorphes. Schnuia isomorphe, ça veut dire qu'on peut trouver un isomorphisme qui est entre les deux. D'accord? Qui va d'un espace vers l'autre. Si sont de dimensions différentes, hein, ils ne sont pas isomorphes. On va se placer maintenant dans un cas particulier. On va parler d'application de linéaire de E vers F entre entre deux espaces vectoriels quelconques. Alors, un cas très particulier, c'est lorsque l'espace d'arrivée est le même que l'espace de départ. C'est-à-dire, on est en train de parler des applications linéaires qui vont de E dans E. Eh bien là, les choses changent un petit peu. Donc, on retient ce qu'on avait vu concernant les applications linéaires d'un espace vers un espace, mais il y a plus que ça et les choses se réduisent davantage en dimension finie, toujours. D'accord? Donc là, les ce sont des applications linéaires, on va les appeler des endomorphismes. Endomorphismes, ne confondez pas avec isomorphisme. Les endomorphismes. D'accord? Déjà, la notation elle change. On ne répète pas le E deux fois, on l'écrit juste une seule fois. D'accord? Donc ce sont des notations. La terminologie, les éléments qui sont là sont appelés des endomorphismes. D'accord? Et les isomorphismes, là encore, on change d'appellation, on va les appeler automorphismes. D'accord? Un isomorphisme de E vers E est appelé automorphisme. Automorphisme de E. On ne répète pas vers E comme ça. Alors, que va-t-il se passer dans ce LE? Bien, tout ce qu'on a vu concernant LEF et O, d'accord? Donc on avait dit que LEF était un espace vectoriel, donc directement la même chose là, L de E plus point est un espace vectoriel, puisque c'est juste un cas particulier, c'est un espace vectoriel, d'accord? Mais là, il y a plus que ça, il y a la loi plus
la loi externe, d'accord, multiplier une application par un endomorphisme par un scalaire. Mais là, on peut composer directement. Si je prends f de E dans E, G de E dans E, ben on peut parler de G en F, hein, il n'y a pas de problème. D'accord. Et donc, qu'est-ce que je dispose là? Si F et G sont deux applications linéaires de E vers E, on avait dit hein, que la composée d'application linéaire est une application linéaire. Donc ce rond-là, il se comporte comment? Il va se comporter comme une loi de composition interne. Ça, c'est une loi de composition interne dans L de E. D'accord? Et face à cette loi de composition interne, il y a toutes les propriétés qui vont avec cette loi de composition interne wahda, ou les propriétés qui lient cette loi de composition interne avec cette loi et avec cette loi. D'accord? C'est ce qu'on appelle les règles de calcul dans L2. Alors, c'est une loi de composition interne et souvent, hein, donc là encore c'est une notation. Le G rang F, hein, il sera noté tout simplement G.F ou bien GF, ça dépend, vous faites la notation, on adopte la notation multiplicative, ce que j'avais déjà dit auparavant quelque part, d'accord? Multiplier, d'accord? Donc on avait déjà la règle de calcul, à savoir la binarité, si vous avez G multiplié, donc ça veut dire G rang, hein, multiplié par 2F, plus, je sais pas, là, plus H, eh bien, ce sera 2 fois GF. C'est comme ce que vous faisiez pour la multiplication et l'addition. On distribue, vous pouvez distribuer des deux côtés. D'accord? Donc, si vous avez 3F plus H rond, donc multiplié, c'est-à-dire rond, 2G moins H comme ça, eh bien, ça sera donc 6 fois F rond G, moins 3 fois F rond H, plus 2 fois H rond G, moins H rond H. Alors, H multiplié par H, ben, une notation s'impose, non? D'accord? Donc, G, H rond H, donc G par A, par G, ça sera tout simplement G carré. Donc Gm plus 1 de façon générale, c'est Gm fois G, sachant que par convention, hein, le G puissance 0 à votre avis, ça sera quoi? Eh bien, ce sera le neutre pour cette loi de composition interne. C'est quoi l'élément neutre? Eh bien, c'est juste l'application identité. L'identité de E, c'est l'application qui va aller de E vers E. À x, j'associe x. J'avais oublié de signaler que c'est une application linéaire, c'est évident, ça ne change pas. Hein. F de lambda u plus v, ben c'est quoi? C'est lambda u plus v. Ça change pas. C'est bon? Elle est linéaire et lorsque vous la composez avec n'importe quelle application, ça vous donne votre application. C'est l'élément neutre. Bon, ce sont des propriétés qu'on avait déjà vues dans la première leçon sur les applications. D'accord? Et G puissance 0, c'est 1. On a envie d'écrire X puissance 0, c'est 1. Mais le 1, c'est pas 1, hein, ça c'est le neutre. Le neutre ici, c'est l'identité. D'accord? Voilà. Donc tout ce qui va avec, les règles de calcul, là, ils sont bonnes à prendre. Il y a juste une remarque, d'accord? Si vous faites par exemple F plus G au carré, ben, il ne faut pas se précipiter sur la formule de binôme, c'est-à-dire écrire ça. Ça, en général, c'est faux. D'accord? Pourquoi? Alors, f plus g au carré, par définition, c'est quoi? Eh bien, c'est f plus g rond f plus g. Alors, on va distribuer. Ça donne quoi? F carré plus f fois g plus g fois f, et non pas f fois g, plus g au carré. D'accord? Et en général, la composée n'est pas commutative, c'est-à-dire fg, M. Daïm a l'économie gf, et donc vous ne pouvez pas écrire fgf et fg, donc 2 fois fg. C'est bon? On la laisse comme ça.
Donc là, une remarque s'impose. La composée dans L de E, en général, elle n'est pas commutative. Elle n'est pas commutative. Une fois on dépasse la dimension 1, parce qu'en dimension 1, elle est obligatoirement commutative. D'accord, hein? Si dimension de E est supérieure ou égale à 2. Bon, pourquoi ça? Eh bien, si vous prenez juste ces applications linéaires, on suppose que dimension de E est supérieure ou égale à 2, donc on a le droit de parler d'une famille libre constituée au moins de 2 vecteurs. Et on se focalise sur les images de ces vecteurs. Je prends l'image de I, c'est I par exemple, et l'image de J, c'est I. Je prends G de la même façon. Hein. À I, j'associe l'autre vecteur maintenant. À J, j'associe l'autre vecteur. D'accord? Pour les autres vecteurs, ça ne m'intéresse pas trop ici. Je veux juste montrer que ce n'est pas commutatif. Alors, f rond G, gérons f d'abord. Qu'est-ce qu'elle va faire pour I? L'image de I, c'est I, et l'image de I, c'est J. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire pour J? Donc F, on va le transformer en I, et G va transformer le I en J. D'accord? Ça sera toujours J. De toute façon, puisque c'est G2, ça va se terminer par J. D'accord? Et regardons F rond G, qu'est-ce qu'elle va faire pour ce vecteur-là? Vous devinez un petit peu? C'est F2. F2, ça va donc être I, je crois. Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est l'image de I par F en G est différente de l'image par G en F. Donc F en G est différent de G en F. Il y a au moins un vecteur qui n'a pas la même image pour les deux applications, donc les applications sont différentes. Ça montre que c'est pas commutatif. Hein. Par contre, en dimension 1, c'est commutatif. Vous démontrez ça en exercice. Hein. Exercice, si dimension de E est égale à 1, alors la composée est commutative dans L de E. En restant toujours dans L de E, alors les règles de calcul, j'avais oublié de signaler un détail là concernant les règles de calcul. Il y a une particularité, elle vient de l'identité. L'identité, j'avais dit qu'il se comporte comme le 1 pour les réels. Hein. Et donc, il y a une particularité. Donc, on a appris comment distribuer, et l'autre côté de la distribution, c'est-à-dire la réciproque de la distribution, dans l'autre côté, c'est la factorisation. En factorisant ça, f carré plus f, ce sera donc f multiplié, et ça c'est la composée, hein. Donc comme f plus quoi? Bon, on a envie d'écrire 1. Ça, c'est faux. Ce 1 là, c'est faux. C'est pas 1, mais c'est, je viens de dire, c'est l'identité. D'accord? Voilà ce qu'il faut écrire. F plus l'identité. D'accord? Parce que ce F là, comment est-ce qu'on le voit? Comment passer de ce côté à ce côté-là? Je le fais une fois, mais on ne va pas le faire dans la pratique. Ça, c'est F multiplié par F, le premier terme, c'est F carré. Et là, تاوخس numéro comme produit de deux facteurs. C'est F, puisque l'identité c'est l'élément neutre, c'est F en l'identité. Et c'est comme ça qu'on arrive à factoriser. D'accord? Voilà, le F qui est là, je factorise. Hein, je peux l'écrire comme ça, comme je peux l'écrire, c'est aussi F toujours F, et là l'identité, hein, elle est neutre des deux côtés, l'identité fois F. Et maintenant, je peux factoriser F à droite. D'accord? C'est F plus l'identité. D'accord? Alors, là, madame, il n'y a pas commutativité, là, d'aller comme les calculs, chaque application tient sa position. Quand elle lit, quand elle laisse, d'accord? Les gens, maintenant, les hadi, min hadi, يقول لك ودي راهي هادي.
En général, c'est pas ça. Hein. Si vous avez, d'accord? Là, la barouette. Bon, là, c'est kiff kiff, mais dans d'autres situations, hein, vous tomberez en contradiction. Alors, je vous laisse ce petit exercice. Hein. Je prends un endomorphisme de E qui vérifie 2f carré plus f égale l'identité. Pour vous montrer que votre application est obligatoirement bijective et vous précisez sa bijection réciproque.